à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro du Master Mag, une émission réalisée par les Master 1 journalisme de l'Université catholique de Lille. Et cette émission, Pierre, c'est la dernière de la saison. Oui, mais ne vous inquiétez pas Julie, on reviendra déjà l'année prochaine. Et puis il nous reste quand même 7 émissions. Au programme, un sujet sur l'entreprise Porte à Cabine, un autre sur le lancement du Ch'ti 2016 ce week-end. On ira ensuite du côté des Palais des Beaux-Arts où une nouvelle exposition de ZEP est disponible. Et un reportage sur le rallye du Touquet vous sera également proposé en fin d'émission. Mais on commence tout de suite avec un sujet brûlant. Les manifestations contre la fameuse loi El Khomri. Elles ont lieu partout en France et ont débuté le lundi 9 mars. Ce jour-là, Victor, Vincent et Pierre se sont rendus à celle de Lille. Mercredi 9 mars, Lille. Malgré le vent et le froid, près de 10 000 personnes se sont rassemblées place de la République pour manifester contre la loi du travail, aussi appelée loi El Khomri. Pour se réchauffer, de la musique, des cornes de brume et surtout des slogans chantés en chœur. La particularité de cette mobilisation, c'est la forte participation des lycéens et étudiants. Thierry, membre de la CGT, encourage d'ailleurs les jeunes à se mobiliser encore plus. Ce que la loi propose pour eux, c'est un retour pur et simple au 19e siècle. Donc ils auront tout intérêt d'être présents et de lancer la dynamique. On compte vraiment sur eux pour nous booster, pour nous aider à faire reculer cette loi scélérate. Alors que certains pensaient voir les étudiants manifester afin de sécher les cours, lorsqu'on les interroge sur le contenu de cette loi, ils n'hésitent pas sur les exemples. J'aurais plein d'exemples à donner, mais un en particulier, c'est par exemple l'augmentation absolument déraisonnable du temps de travail, qui va finalement nous rendre encore plus aliénés. Voilà, on n'a plus de temps pour nous, je pense que c'est pas acceptable. Et voilà, il y aurait plein d'exemples à dire. Et dernière question, qu'est-ce que ça t'évoque le fait que ce soit un gouvernement de gauche qui passe cette réforme justement? C'est complètement absurde justement parce que ici majoritairement on est des groupes de gauche qui manifestent et c'est terriblement absurde de se dire que c'est un gouvernement pour certains pour qui on a voté et qui nous déçoit finalement et qui c'est une genre de trahison. Les organisations syndicales et les lycéens présents exigent tous le retrait pur et simple de cette loi. Seule organisation à ne demander qu'une modification partielle, les jeunes socialistes. C'est pas étonnant que les jeunes socialistes du coup manifestent contre une loi socialiste? On manifeste pas contre une loi socialiste, on est là pour dire au gouvernement attention, sur cette loi-là il y a un certain nombre de dispositions et d'articles qui sont contraires à ce sur quoi on a passé un contrat avec le peuple de France et le peuple de gauche en 2012. Alors on l'interpelle sur ce qui ne va pas dans cette loi, sur un certain nombre de dispositions, sur les licenciements abusifs, sur les licenciements sans cause réelle et sérieuse, sur le travail des jeunes, sur également la fin des 35 heures, sur plein de choses sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Et nous lui disons il faut revoir la copie. Au niveau national, ils étaient plus de 400 000 personnes à manifester. Myriam El Khomri ayant déjà annoncé des modifications quant à la surtaxation des CDD. D'autres manifestations étudiantes sont à prévoir tous les jeudis du mois de mars. Prochain grand rendez-vous réunissant syndicats professionnels et syndicats étudiants le 31 mars prochain. Alors bonjour Vincent. Bonjour. Quelle était l'ambiance lors de cette manifestation à Lille? Alors l'ambiance était plutôt festive, vous l'avez vu, il y avait des slogans, il y avait de la musique qui reste dans la tête, mais surtout il y avait près de 100 000 personnes selon les organisateurs, et du coup quand tout ce beau monde se déplace dans Lille, ça fait du bruit. Et est-ce que d'autres mobilisations sont prévues? Alors le projet de loi il sera présenté le 24 mars au Conseil des ministres, et du coup il y aura sûrement une manifestation ce jour-là à Lille, mais surtout il y aura une grosse manifestation le 31 mars dans toute la France. Pour que les syndicats justement virent la loi du projet. Je me suis rendue avec Clara pour le lancement du Ch'ti 2016. On regarde. Ce week-end, vous avez été plus de 200 000 à vous réunir place de la République à Lille. Au programme des jeux, des dégustations, des concerts, mais surtout la distribution du guide du Ch'ti. Bien connu des Lillois, le Ch'ti regorge de bons plans et de réductions pour toute l'année. Mais qui se cache derrière les pages du fameux guide? Donc on est une association de l'EDEC, une école de commerce à Roubaix, et notre association organise l'édition du guide et l'événement de lancement aujourd'hui, ce week-end, toute l'année. Notre association a 600 000 € de budget. Voilà, et une partie de ce budget est affectée au lancement, au week-end de distribution. On a commencé dès cet été à commencer tous les tests, tout le démarchage pour financer le guide. Et le guide a été envoyé à l'imprimeur il y a 1 mois, et là on organise l'événement depuis 6 mois, le temps d'avoir les autorisations, booker tous les artistes, les prestataires pour toutes les tentes. Enfin c'est très long, mais
On est ravis qu'aujourd'hui ce projet prenne forme. On a des partenariats qui nous prennent de la publicité dans le guide, qui nous aident à financer, comme notre guide est gratuit. Donc de nombreux partenariats avec des établissements de la région lilloise. Et sinon, il y a des grands organismes comme la mairie qui nous aident pour cet événement aujourd'hui. Énergie, comme vous pouvez entendre là, qui fait le concert en ce moment même. Tout ce qu'on fait est gratuit, on distribue les guides gratuitement, toutes les activités aujourd'hui sont gratuites, donc c'est vraiment par la publicité qu'on arrive à financer le guide et l'événement. On a édité 200 000 guides du ch'ti et 50 000 ch'tis de canaille, qui est le guide pour les familles lilloises, pour les enfants, et on en a amené 100 000 sur la place de la REP, et on les écoule pendant tout le week-end. Le ch'ti assure donc une publicité pour les enseignes qui y figurent, mais que faut-il faire pour entrer dans le guide ? On teste les établissements, les restaurants, les bars anonymement et à la fin du test, on se dévoile auprès du gérant, on lui dit qu'on est du ch'ti et on lui demande s'il veut paraître dans le guide, s'il est intéressé par une éventuelle parution sur le site internet ou dans le guide papier et là c'est son droit d'accepter ou de refuser. Quand il y a un établissement qu'on n'apprécie pas tellement, on ne le met pas dans le guide. On leur dit bien quand ils prennent une publicité que le fait de payer, de donner de l'argent aux ch'tis et de prendre une pub dans le guide ne leur assurera pas d'avoir un rédactionnel et qu'il soit-il bon. Les ch'tis, les Lillois, ils sont très attachés. Là, cette année, c'est la 43e édition. Comme vous pouvez voir, il y a toujours beaucoup de monde qui vient chercher le guide. Les Lillois sont attachés, c'est une petite partie du patrimoine local. Et les gens aiment bien avoir les avis de TripAdvisor et Yelp pour avoir des informations pures et dures. Mais après, pour avoir un avis un peu différent, un peu fun, un peu drôle, ils préfèrent se fier aux ch'tis. Ah, ça fait plaisir, ça joue encore. Allez, on lâche pas, un dernier. Le 27 mai au Macumba, je serai à Lille pour ceux qui veulent. On fera un gros truc tous ensemble. En tout cas, merci à tous d'être venus. Vous êtes au top les Lillois. Et on se revoit très vite. Passez une bonne après-midi et un très bon samedi. Pas certain qu'on soit au Macumba le 27 mai prochain, mais une chose est sûre, c'est qu'on se donne rendez-vous l'année prochaine pour un autre week-end de folie avec le ch'ti. Bonjour Clara. Bonjour. Est-ce que ma partenaire ne s'est pas trop déhanchée sur la douce voix de Rietza ? Elle était déchaînée. Je ne savais plus comment faire. On ne l'arrêtait plus. Ça ne m'étonne pas. C'est pas mal du tout. Bon, pour être plus sérieux, est-ce que cet événement a été un succès pour l'EDEC ? Oui, ça a été un réel succès comme tous les ans. Il y a eu plus de 200 000 personnes qui se sont réunies ce week-end. Donc nous, on a filmé le samedi, mais il y a aussi le dimanche. Donc ça a commencé tôt le matin. Il y a eu un petit déjeuner pour les plus sportifs qui se sont réveillés et qui sont allés faire quelques étirements place de la République à Lille. Donc, comme tous les ans, beaucoup de succès. Les guides du ch'ti se sont écoulés comme des petits pains. Et il faut savoir qu'on peut les retrouver encore dans les mairies ou dans à d'autres endroits. Ils seront distribués tout au long de l'année. C'est tout. C'est tout pour moi. Ouais, merci Clara. C'est tout pour moi aussi. J'ai dansé, c'est bien, voilà. Depuis vendredi, l'exposition de ZEP occupe le Palais des Beaux-Arts. Camille et Valentine s'y sont rendues pour nous hier. Si vous franchissez les portes du Palais des Beaux-Arts en ce moment, attendez-vous à être surpris. Dans le cadre de la 3e édition de l'Open Museum, ZEP, à l'origine de Titeuf, a pris possession des lieux jusqu'au 31 octobre. Armé d'un simple crayon, il propose une relecture contemporaine des collections. En ponctuant le circuit des visiteurs de dessins inédits, de projections et de surprises, il donne vie aux sculptures et aux tableaux. Quelles impressions le coup de crayon de ZEP laisse-t-il aux visiteurs ? La médiatrice de l'exposition ZEP bouscule le musée nous en dit un peu plus. ZEP est un auteur de bande dessinée francophone, notamment il a été très connu grâce à Titeuf dans les années 90. En fait, c'est vraiment une vision de la société à travers les yeux d'un enfant. Et tout ça avec un humour faussement naïf, et c'est ce qui nous plaît. ZEP, pour l'Open Museum, on lui a donné carte blanche, donc il pouvait vraiment faire ce qu'il voulait. Dans l'Open Museum, on va le suivre à travers sa visite dans le musée. Donc c'est un petit peu comme un jeu de piste, si je peux me permettre. Le visiteur va marcher sur ses traces, sur ses pas, et il va découvrir des projections comme ça ou des réadaptations des collections permanentes. Parce que l'Open Museum, c'est ça, c'est une revisite des collections permanentes. Ça permet d'avoir une nouvelle vision et peut-être aussi un petit peu dépoussiérer cet aspect classique qu'a cette structure. On avait aussi envie d'accueillir un public nouveau, ouvrir vraiment la culture à tous. Les visiteurs peuvent aussi participer en dessinant ou en laissant un message sur un mur de bande dessinée vierge. Cette initiative a rencontré un franc succès. Les enfants, ils sont peut-être un petit peu réticents à venir dans un musée
Donc voilà, avec ZEP, forcément, ce sera beaucoup plus ludique, beaucoup plus agréable, créatif. En fait, en bas, on a une salle dédiée à ZEP avec toutes ces planches originales qui est issue de ces bandes dessinées, mais aussi des croquis ou des petits carnets. Moi, j'appelle ça des carnets de voyage où il y a tous ces dessins et ça, comme c'est authentique, ça plaît beaucoup. Voilà. Les enfants, ils sont peut-être un petit peu réticents à venir dans un musée. Donc voilà, avec ZEP, forcément, ce sera beaucoup plus ludique, beaucoup plus agréable, créatif. On a ouvert jeudi, on a fait le vernissage jeudi, et ce week-end, oui, on a accueilli plus de 2000 visiteurs. Donc vraiment, oui, vraiment, ça a beaucoup plu, ça marche bien. On a vraiment tout type de personnes, on a beaucoup de familles, et ils en ressortent avec le sourire. C'est bien que des petits aimants comme ça fassent venir un public qui est pas trop habitué à venir dans des trucs un peu austères où il y a souvent des vieux. C'est vrai que ça peut choquer certains. Ouais. Ça doit attirer les jeunes aussi. Hein. J'ai adoré. J'ai pas compris toutes les explications, mais c'est une super initiative. Enfant, le célèbre auteur de bande dessinée n'aimait pas les musées. Il s'y attarde aujourd'hui avec un sens de l'observation et de la dérision qui bouscule notre perception des œuvres d'art. Alors que vous soyez un visiteur familier des musées ou que vous y entriez pour la première fois, l'imagination de ZEP vous étonnera à coup sûr. Bonjour Valentine. Bonjour. Alors tout d'abord, pourquoi ZEP a choisi de faire cette expo au Palais des Beaux-Arts ? Parce que quand il était petit, il n'aimait pas du tout les musées. Pour lui, c'était juste un endroit où il y avait des gens morts peints par d'autres gens morts. Donc du coup, il a choisi d'accepter cette invitation du Musée des Beaux-Arts pour changer la vision qu'ont les enfants du musée. Donc, c'est une exposition complètement atypique parce qu'on a toute la partie inférieure où il y a justement ces carnets originaux et la partie supérieure du musée avec l'exposition traditionnelle où il y a des projections sur les œuvres, donc sur les statues où il a rajouté par exemple des poils sur le torse de certaines statues. Et c'est une projection interactive, donc ça intéresse beaucoup plus les enfants qui viennent de bon cœur là-bas. Ça change un peu des œuvres traditionnelles. Mais ça peut choquer les amateurs de l'art traditionnel. Son exposition a-t-elle rencontré un succès depuis vendredi ? D'après ce qu'on nous a dit, oui. Après, on n'était pas là ce week-end, donc on n'a pas pu vérifier. Mais apparemment, oui, il y a eu 2000 visiteurs ce week-end, alors que ça vient d'ouvrir, ce qui est énorme pour une exposition comme celle-ci. Et du coup, l'ambiance hier ? C'était un petit peu mitigé. On avait des personnes qui étaient venues, mais pas du tout pour l'exposition de ZEP et qui ont été complètement surprises par cette exposition. Et après, on avait des personnes qui venaient exprès pour ZEP et notamment des très jeunes. Donc, on a vu des petits de 9 ans jusqu'à 17 ans, 17-18 ans. Ce qui est un peu compliqué, le tournage de notre reportage, mais bon. Mais c'était très intéressant. C'était intéressant de voir plusieurs générations dans un même bâtiment culturel, en fait. C'était très bien. Merci beaucoup, Valentine. On reste dans les activités culturelles. Laura et Camille ont tenté de trouver des solutions alternatives aux grandes enseignes pour acheter et vendre des livres. On regarde. Les amoureux des livres le savent sûrement, au cœur de l'île se cache la vieille bourse, une alternative aux grandes enseignes qui permet d'acheter et de revendre des bouquins d'occasion. J'aime beaucoup les livres. D'habitude, je vais à la Fnac ou au Furet, mais quand j'ai l'occasion de passer ici, je passe également. C'est des livres qu'on récupère, qui ne sont pas jetés à la poubelle. C'est le respect du livre, oui. Et qu'on le récupère, les gens le revendent, se donnent la peine. Ça fait plaisir, c'est un service également. Le respect des livres et la solidarité entre les lecteurs est également ce qui motive la vendeuse que nous avons rencontrée. J'achète et je revends des livres, donc des livres d'occasion uniquement, pas de livres neufs. Voilà, donc j'achète à des particuliers qui déménagent ou qui veulent faire de la place. Je suis ici depuis 33 ans, depuis 1983. Il y a beaucoup de gens de passage, donc il y a pas mal d'étudiants, bien sûr, forcément, mais il y a aussi il y a des habitués depuis des années. J'ai des clients qui viennent me voir depuis presque aussi longtemps que je suis là, quoi, en fait. Les bouquins, vous voyez comme mes polars là sont quand même assez neufs, mettons, et c'est moitié prix par rapport au Furet du Nord ou à une autre enseigne, par rapport à du livre neuf, on va dire. On a des choses qui sont pas toutes neuves, évidemment, on va pas avoir les choses qui viennent de sortir, mais bon, ça c'est pas des choses qui datent, on a des choses qui ont 6 mois, oui, c'est ça, quoi. Même son de cloche à la bouquinerie Oxfam. Ici non plus, pas de livre qui vient de sortir, pas de séance dédicace de l'auteur, mais une action solidaire pour défendre la lecture tout en s'engageant politiquement.
On a été créé dans le cadre d'Oxfam et on a une branche, la branche française, qui est plus dans l'objectif d'intervenir auprès des dirigeants pour modifier leur politique vis-à-vis des pays qui sont en voie de développement, etc. Les personnes peuvent nous demander des renseignements, on va essayer de les aider, les aiguiller, etc. À part cela, c'est le côté intéressant au niveau prix, quoi. Voilà, c'est ça. Eux auront la nouveauté qu'on ne va pas avoir. Là, il y a plus quand même de la fréquentation de la part des adultes que des enfants. Je crois que les jeunes sont plus attirés par Internet, etc. Enfin, quand on y va à la recherche d'un bouquin en particulier, il est beaucoup plus facile d'aller dans de grandes anciennes, parce que ça facilite la chose. Après, en ce qui concerne les petites boutiques comme celle-ci, on trouve parfois des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Livres anciens ou peu importe, mais des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Le détail du prix n'influe pas le fait que j'aille chercher ici ou plutôt que chez les grandes enseignes. J'achète et je Mais jette. bon, voilà, mais ça reste quand même des prix attractifs, généralement, ici. La prochaine fois que vous déménagerez ou que vous devrez libérer de la place dans votre bibliothèque, ayez donc le bon réflexe et évitez les grandes enseignes. Alors Laura nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Laura. Bonjour. Alors les grandes enseignes ont-elles elles aussi mis en place un système d'achat ou de vente de livres d'occasion? Oui, la FNAC a depuis quelques années mis ce système en place sur Internet. Donc on peut échanger des livres ou les vendre dessus. Et ce qui est bien, c'est que c'est sur Internet, donc c'est pour aussi les gens qui ne peuvent pas se déplacer ou qui n'ont pas de FNAC à côté pour pouvoir y aller. Et pourquoi est-ce si important pour les gens que vous avez rencontrés de participer à cette économie solidaire? Alors déjà, c'est important pour eux parce que c'est moins cher. Donc ça leur fait faire des économies. Aussi parce que, par exemple, la librairie Oxfam aide les pays sous-développés. Donc ça fait toujours du bien de faire une bonne action pour en plus acheter quelque chose qui nous fait envie. Et aussi, ça permet de donner une deuxième vie aux livres. Au lieu d'aller dans les grandes enseignes où c'est des nouveaux livres, de dire j'achète puis après je le jette, autant prendre un livre qui a déjà servi, qui lui donner une nouvelle âme. Voilà. Merci beaucoup Laura. Merci. On passe tout de suite au sport. Ce week-end se tenait le rallye au Touquet. Antoine et Adrien ont assisté à l'événement pour le Master Mag. Le Touquet Paris-Plage, une station balnéaire paisible où il fait bon se balader sur ces longues plages de sable fin. Vous pouvez y admirer ces mythiques cabines chamarrées au cœur d'une nature tranquille. Mais surtout, son rallye. Les moteurs ont rugi à l'occasion de la 56e édition du rallye Le Touquet-Pas-de-Calais, première manche du championnat de France des rallyes. L'événement sportif incontournable de la saison hivernale sur le littoral. 3 jours de compétition, 160 équipages, mais surtout une belle bande de passionnés à l'image de ce copilote. Je m'appelle Patrick Charlot, je suis copilote, mon pilote s'appelle François Guimin, on a une Opel Kadett GTE Groupe 2 de 1978. Moi, c'est la première fois que je fais le rallye du Touquet. François l'a fait plusieurs fois. Il l'a gagné l'année dernière en catégorie VHC. Ce qui est sûr, c'est qu'on reviendra ici parce que c'est bien organisé, les gens sont sympathiques et on est bien accueillis et c'est un beau rallye. Le rallye comporte 2 catégories majeures. D'un côté, les véhicules historiques datant d'avant 1982 pour les nostalgiques et les véhicules modernes surgonflés en puissance. Confiés à des amateurs expérimentés, les véhicules de cette dernière catégorie sont pourtant destinés aux professionnels des circuits. Le véhicule, c'est une Ford Fiesta RS WRC. C'est un 1600 cm3 WRC. C'est la catégorie, c'est le type de voiture qui roule actuellement au championnat du monde des rallyes. David Salanon a la même voiture que moi. C'est des voitures usines en fait qui sont dédiées à des pilotes professionnels. Et nous, on roule avec des voitures en tant qu'amateurs, mais avec des voitures professionnelles. Donc c'est assez fabuleux. C'est un plaisir immense. Et, voilà. Donc pour être au Touquet, le Touquet c'est un superbe rallye. C'est très particulier par rapport à l'ensemble des manches du championnat de France parce que c'est très très rapide et des changements d'adhérence permanents. Donc pour les sudistes ou les moyennement sudistes, c'est un peu plus compliqué. Moi je suis pas très loin je suis normand, donc forcément ça me parle ce genre de route. Donc voilà, non c'est une belle édition sur le sec, sur un terrain sec, donc très rapide. Réputé comme un sport essentiellement masculin où la virilité semble être un atout, certaines femmes réussissent cependant à s'imposer.
Lara Van Est, 26 ans et copilote, entamant sa 9e saison, nous en dit un peu plus sur son expérience. Au début, c'est très difficile de se faire respecter. Exactement parce que je suis une fille, il y a très peu de filles à haut niveau. Dans les championnats nationaux comme la France, il y en a quand même pas mal. À l'étranger, c'est un peu différent. Après, ça prend du temps pour être respecté. Mais bon, j'ai toujours voulu faire du boulot professionnel. Et moi, je suis là pour la passion. Et en parlant de passion, on vous laisse quelques secondes en immersion au cœur d'une voiture de rallye. Dernière épreuve de simple démonstration sur le front de mer du Touquet, cette ultime spéciale a mené les équipages jusqu'au podium de cette édition 2016. Et c'est Eric Bronson, guidé par son copilote Cédric Mondon, qui a remporté pour la 5e fois cette première étape du championnat de France, devant David Salanon et Sylvain Michel. Pour conclure cette édition en beauté et selon la tradition, l'arrosage au champagne était de mise pour célébrer l'arrivée des pilotes. Mais le repos sera de courte durée puisque c'est à Lyon que la 2e étape se déroulera. Ce qui est sûr, c'est qu'avec des équipages aussi talentueux, le bitume n'a pas fini de chauffer. Bonjour Adrien. Bonjour. Bonjour. Quelles ont été vos premières impressions pour votre premier rallye ? Alors j'avais déjà eu l'occasion de participer à ce rallye en tant que jeune spectateur, je devais avoir 10 ans. Mais ce qui était très fort samedi dernier, c'est qu'on a pu avoir des accès privilégiés, donc notamment grâce à cette magnifique petite plaque de presse, voilà, magnifique. Donc, ce qui nous a permis d'accéder au cœur de l'action, d'être au plus près non seulement des voitures, mais également des pilotes. Pilotes qui ont d'ailleurs été extrêmement disponibles, chaleureux et accueillants, malgré la pression liée à la course. Donc, pour un premier rallye véhicule intérieur, c'était extrêmement gratifiant et c'était très fort en émotion. Et quels ont été les changements effectués cette année ? Alors en termes de tracé pur sur la route, il y en a eu très peu parce que c'est un tracé qui plaît beaucoup, donc il y a eu peu de modifications. Cependant, il y a eu 2 changements majeurs. Premièrement, un assouplissement en termes de règles pour permettre à des pilotes plus jeunes de participer au rallye et d'ouvrir cette course, mais également pour la première fois l'inauguration d'un système de géolocalisation par GPS des voitures pour accroître le système de sécurité, ce qui tient évidemment beaucoup à cœur à l'organisation de ce rallye. Merci beaucoup Adrien. Merci à vous. Éléonore est en train de nous rejoindre. Bonjour Éléonore. Bonjour. On va laisser prendre place. On switch. Merci. Alors, qu'y a-t-il de prévu dans l'agenda culturel de la région ? Eh bien, plein de choses. On commence tout de suite avec une sortie ciné. Demain sort en salle L'homme qui répare les femmes de Thierry Michel. C'est un documentaire qui retrace le combat du docteur Mukwege. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Cet homme est reconnu dans le monde entier pendant 20 ans. De conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Il a réparé, soigné les femmes violées et s'est battu justement pour dénoncer cette situation. Dans la bande-annonce, on peut voir déjà que certaines femmes ont rejoint son combat et prennent la parole publiquement pour porter à jour ces abus. Le documentaire sera visible dès demain au Majestic à Lille. Et pour les petits artistes fans d'animation, du 25 au 27 mars, il y a la 16e édition de la Fête de l'Anime. Pendant 3 jours, ce sont toutes les productions animées, donc courts-métrages, longs-métrages, clips, pubs animés qui sont à l'honneur. On retrouve des activités diverses et variées, des projections de films, des masterclass, des rencontres et même des soirées. Le tout réparti sur Lille, Valenciennes et Tourcoing. Alors, les tarifs varient entre 3 et 5 € et certains événements, comme les masterclass ou les soirées d'ouverture et de fermeture, sont gratuits. Donc, c'est comme je vous le disais, du 25 au 27 mars. Et vous pouvez vous rendre sur le site www.fête-anime.com pour toute information pratique. Dès jeudi soir, le Flot accueille le photographe lillois Omar Payette, oui, un nom voilà, un peu particulier, pour une exposition. Pour ceux qui ne connaissent pas, Omar Payette est réputé pour ses photos de danseurs qui font du hip-hop, des photos assez aériennes et urbaines, mais pas que, l'artiste travaille aussi en vidéo. C'était avec une nouvelle production, donc photo et vidéo, que l'artiste revient à Lille, accompagné d'un duo de danseurs qui s'appelle Forme. L'expo est organisée par Graphicity, un groupe d'étudiants en infocom de l'UFR de Roubaix. Et elle est gratuite, bien sûr. Jeudi soir, retrouvez donc le vernissage de l'expo « Je rêve et je fais » avec au programme de la musique, de la danse et j'en passe. Et donc, ça se passe au Flot jusqu'au 23 avril.
On va rester dans le milieu estudiantin avec l'association étudiante ADACT qui lance sa nouvelle production. Mercredi 30 mars prochain au Théâtre Sébastopol de Lille. L'association lance sa 4e comédie musicale. Alors pareil, excusez-moi pour l'instant, Cursed, la véritable histoire des contes. L'objectif est de moderniser les contes que nous avons connus étant petits et les mélanger. Le pitch, tout simple, la méchante maléfique est en bonne voie de priver tous les personnages des contes de leur fin heureuse, jusqu'à l'apparition d'un sauveur qui passe pour le sauveur de la prophétie. Donc de 8 à 10 € la place en tarif étudiant, c'est l'occasion de voir vos pairs chanter, danser et faire de l'escrime artistique. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site www.adact-lille.com. Et on va clore cet agenda culturel avec un peu de sport, justement. Du 9 au 10 avril se déroule à Lille le championnat de France de roller derby. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le roller derby, ce sont 2 équipes féminines qui s'affrontent en patin sur un terrain rond. Cherchez donc les règles sur Internet, elles sont assez compliquées. Et donc ce sont 2 équipes féminines qui s'affrontent en patin et ça demande de visualiser, mais c'est de la vitesse, en gros de la bière et des bleus. C'est la dernière étape du championnat de France de roller derby pour les équipes de National 2 sur la zone du Nord. On y retrouvera 8 équipes, les 2 de Lille qui sont appelées, alors excusez-moi encore, les Glorious Bastards et The Switchblade Roller Grrr, voilà. Et les équipes de Calais, Creil, Montreuil, Paris et Reims. 8 équipes et 9 matchs répartis sur 2 jours, donc 5 € la journée et 8 € les 2 jours. Le lieu n'a pas encore été dévoilé, mais si vous surveillez la page Facebook, vous trouverez les informations. Voilà. Bon agenda en tout cas bien rempli. Merci Éléonore. Et merci Julie, parce que le Master Max c'est déjà fini. Oh. Eh oui. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve l'année prochaine, Julie, pour de nouvelles émissions. Avec plaisir. Salut.